Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Plus de 2 ans après l'offensive fulgurante du groupe État islamique en Irak, est-ce que les jours du califat autoproclamé sont comptés? Après Ramadi, Fallujah et Tikrit, l'armée irakienne, appuyée par les frappes de la coalition menée par les États-Unis, veut libérer Mossoul. C'est la deuxième ville d'Irak et le plus grand bastion des djihadistes. Mais même avant qu'elle ne soit lancée, la bataille s'annonce rude et longue. Selon mon invité aujourd'hui, Peter Harling, un spécialiste du Proche-Orient qui a vécu 7 ans en Irak, une victoire contre le groupe État islamique en Irak ne ferait pas les affaires d'un certain nombre d'Irakiens. Bonjour, bienvenue à Peter Harling. Vous êtes aujourd'hui à Beyrouth. Et j'aimerais juste vous poser la question tout de suite. Vous êtes revenu d'Irak récemment et dans un papier écrit pour Le Monde diplomatique ici en France, vous avez écrit que l'ordre social du pays dépend dans une certaine mesure du business qui se développe autour du conflit. C'est-à-dire une partie des Irakiens profitent de la présence des djihadistes. C'est un peu ironique. Soyons clairs, je crois que tout le monde souhaite la défaite de l'État islamique et tout le monde a de bonnes raisons de la souhaiter. Mais en même temps, effectivement, l'existence de l'État islamique et d'une guerre contre le terrorisme qu'il incarne joue un rôle clé dans la légitimation d'un régime politique qui est profondément corrompu, largement incompétent, incapable de mettre en œuvre de quelconque réforme ou une quelconque forme de gouvernance qui permettrait au pays d'exister, d'avoir une économie viable, de mettre en place un certain nombre de services essentiels pour sa propre population. Et cette lutte contre l'État islamique sert de distraction, si vous voulez, par rapport à un bilan politique extrêmement négatif. C'est vous avez intéressant. aussi, évidemment, un certain nombre d'acteurs qui profitent de ce conflit sous forme de ressources à obtenir pour constituer des forces supplétives, pour obtenir des contrats futurs de reconstruction. C'est intéressant parce que parlons juste un instant du Premier ministre irakien, Abadi. En fait, quand il parle de chasser définitivement les djihadistes de l'Irak, est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un discours musclé pour effectivement conserver son pouvoir et ses privilèges? Mais il peut tout à fait être de bonne volonté, comme beaucoup d'autres acteurs dans ce conflit, mais le problème, c'est qu'on constate que l'Irak s'enferme dans un conflit cyclique. Ce n'est pas la première fois qu'on chasse un mouvement djihadiste en Irak depuis le renversement du régime de Saddam Hussein en 2003. Si vous prenez la ville de Fallujah, par exemple, à 1 heure à l'ouest de Bagdad, elle a déjà été libérée plusieurs fois. Elle a été libérée en 2003, elle a été libérée en 2004, elle a été libérée en 2007-2008, elle a été libérée récemment. Et personne ne semble vraiment mettre sur la table ce problème central de la cyclicité du conflit. Il ne s'agit pas simplement de chasser l'adversaire, d'en faire une priorité absolue, mais de réfléchir à comment mettre en place, au lendemain d'une victoire, une présence de l'État qui soit suffisamment légitime et fonctionnelle pour empêcher un retour de mouvements djihadistes à l'avenir. À votre estimation, est-ce que l'État actuellement existe vraiment en Irak, au-delà, disons, de Bagdad et des grandes villes déjà soi-disant libérées des djihadistes? Où est-ce que l'État, le gouvernement, a effectivement le contrôle du pays? Alors ça, c'était une question assez intéressante et importante, au sens où on utilise toutes sortes de mots pour décrire la réalité en Irak, qui sont des mots qui ne correspondent pas à cette réalité. C'est très difficile de définir l'armée irakienne, par exemple. On dit que l'armée irakienne est en train de gagner du terrain. En réalité, ce n'est pas l'armée en tant qu'institution nationale, c'est certaines composantes très restreintes, des éléments des forces spéciales irakiennes qui entretiennent une relation très étroite avec les États-Unis, qui seraient bien incapables de progresser sans le soutien considérable qu'elles obtiennent des États-Unis. Et donc on n'est pas face à une situation qui peut se lire simplement. C'est vrai du gouvernement aussi, vous avez un Premier ministre, mais qui dirige un cabinet constitué de représentants de toutes sortes de forces politiques qui sont bien incapables de se mettre d'accord sur autre chose que de continuer à profiter du système tel qu'il existe aujourd'hui et à en profiter
de manière à s'enrichir eux-mêmes ou à consolider leur pouvoir, mais au détriment de la société d'une façon générale. Donc l'État lui-même est une notion qui est de plus en plus ambiguë et difficile à définir en Irak. Et parlons un peu, parce qu'on peut toujours évoquer la question, l'armée irakienne est-elle à la hauteur du défi de chasser définitivement les djihadistes? Mais en fait, maintenant, l'armée, est-ce que elle a vraiment besoin du soutien de la coalition? Et jusqu'à quel degré? Est-ce que sans la coalition, sans les frappes aériennes de la coalition, sans les conseillers militaires des États-Unis sur le sol, est-ce qu'elle pourrait gagner cette bataille? Mais non, l'armée irakienne est extrêmement fragile. Elle s'est déjà effondrée plusieurs fois dans le passé. La dernière occasion en date étant au moment de cette flambée de l'État islamique il y a 2 ans. Mais c'est une armée qui n'a pas été reconstruite et consolidée depuis 2014. On voit les États-Unis, sous l'administration Obama, commettre à peu près exactement les mêmes erreurs qu'à l'époque de l'administration Bush, c'est-à-dire se concentrer sur certaines composantes, des forces supplétives, si vous voulez, qui utilisent l'appui, en l'occurrence l'appui aérien de la part des États-Unis dans le contexte actuel, pour remporter des victoires qui, au fond, sont des victoires assez symboliques. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à des unités suffisamment performantes, en nombre suffisant et avec une légitimité suffisante pour pouvoir s'ancrer vraiment sur le terrain et assurer un retour des services étatiques et d'une forme de représentation politique. C'est ça le problème. Oui, c'est une chose, en fait, gagner la bataille, regagner le territoire, mais une autre chose totalement à gouverner ce territoire, à s'ancrer, comme vous dites, sur le territoire. Et le vide du pouvoir, une fois les djihadistes, disons qu'on gagne la bataille de Mossoul, les djihadistes se volatilisent, est-ce que le gouvernement sera à la hauteur de gouverner cette région de l'Irak? Alors, pour l'instant, non. Et ce qui est choquant, c'est que personne n'évoque ce sujet, personne n'insiste sur ce sujet. Et notamment, je crois que ça serait le rôle des États-Unis et de la coalition, en tant qu'acteur extérieur, qui peut prendre dans une certaine mesure ses distances par rapport à ces réalités tragiques sur le terrain, d'imposer qu'on prenne ce problème au sérieux. Alors qu'au contraire, on voit cette administration rechercher des victoires symboliques, notamment dans le cadre du départ imminent d'Obama. Il s'agit d'ici la fin de l'année de pouvoir prétendre avoir remporté des victoires assez significatives face à l'État islamique et intégrer ça au bilan de l'administration Obama, alors que rien n'est prévu pour ce qui est de l'année prochaine. Donc, au fond, on est dans une situation qui est très semblable à celle qui existait quand l'administration Obama a pris la responsabilité de ce dossier, en a hérité de l'administration précédente. Et il n'y avait pas vraiment de grande stratégie à long terme. Vous avez dit déjà au début qu'en fait l'économie irakienne telle qu'elle existe n'est pas vraiment viable. C'est-à-dire que malgré beaucoup de ressources naturelles, des hydrocarbures, ce n'est pas une économie qui tourne très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour reconstruire en fait l'économie de l'Irak pour qu'elle puisse en fait tirer bénéfice de ces ressources? Mais je pense qu'il y a des solutions à inventer de toutes pièces, et ça sera difficile, mais un élément de ces solutions, c'est une mesure de décentralisation. On est confronté à un système qui est toujours massé dans la capitale, les ressources s'y trouvent, la prise de décision y a lieu, alors qu'il faut beaucoup plus responsabiliser les municipalités, l'échelon provincial, et faciliter l'émergence sur cette base de nouvelles élites décentralisées et aussi de représentants qui sont en rapport direct avec les bénéficiaires et ont des comptes à rendre. Ça, c'est par exemple une dynamique qui a déjà été pensée. Il existe des lois de décentralisation, mais qui n'ont jamais été votées. Et à un moment où l'État irakien, qui est un État en faillite, alors que c'est un État pétrolier, qui a des ressources considérables, et le pétrole en Irak est particulièrement bon marché à exploiter.
Donc les cours du pétrole, l'effondrement du prix du pétrole n'est pas vraiment une bonne excuse. Aujourd'hui, l'Irak est un pays qui mendie sur la scène internationale, qui réclame de l'aide humanitaire, de l'aide en matière de développement, des prêts de la part des grandes instances financières internationales. Et ça offre des vrais leviers à la communauté internationale d'une façon générale ou à des acteurs comme les États-Unis. Peter Harling, il nous reste très peu de temps. Dernier mot à vous. C'est pas demain la veille que les forces irakiennes, que l'armée irakienne va reprendre possession de Mossoul? Alors, il se peut qu'on détruise Mossoul et qu'on en chasse temporairement l'État islamique, mais il faut admettre que cet adversaire est relativement sophistiqué et comprend parfaitement les dynamiques que je viens de décrire. Et pour eux, il ferait sens de se retirer au besoin, ne serait-ce que pour revenir 1 an ou 2 plus tard, quand la situation aura suffisamment pourri. Bon, c'est une bataille qui ne fait que commencer. Peter Harling, je vous remercie d'être notre invité aujourd'hui sur l'entretien de France 24. Peter Harling, un spécialiste du Proche-Orient qui a vécu 7 ans en Irak et qui en est récemment revenu. Merci encore et merci une fois de plus à nos spectateurs. Restez avec France 24.